Eh bien, bonjour à tous et particulièrement aux personnes qui suivent la télé sociale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une table ronde qui va surtout être consacrée aux problématiques du surendettement. Mais nous aborderons aussi en deuxième partie des problématiques plus liées au logement pour des personnes qui ont besoin de conditions spécifiques, adaptées. Donc ce sera la deuxième partie de notre conférence débat. Alors aujourd'hui sont présents autour de cette table, eh bien, déjà Fabrice, qui est le président de la télé sociale et auquel nous devons le fait d'être réunis aujourd'hui. Et puis Maître Sebag, Annie Sebag, qui est avocate au barreau de Paris depuis 1997 et que nous présenterons plus longuement tout à l'heure. Il y a maintenant à ma droite Monsieur John Boo, qui lui s'est consacré toute son activité sociale au logement adapté, personnalisé des personnes handicapées, et on y reviendra plus longuement bien sûr sur sa spécificité quand le moment sera venu. Et puis également Monsieur Léopold Moudiki, qui lui aussi est à la tête d'une société de transactions immobilières. Et dans ces activités, il aide aussi certaines personnes qui ont peu de moyens à accéder à la propriété. Malgré des revenus, disons, qui pourraient laisser penser que ça n'est pas une chose qui leur est accessible. Voilà. Mais on reviendra aussi plus longuement sur ce sujet. Donc nous allons commencer par Maître, excusez-moi, Sebag, à qui je vais demander quels sont ses domaines d'intervention préférés ou spécialisés. Merci déjà de me donner la parole. Je suis très heureuse aujourd'hui de participer avec vous autour de ces thèmes qui concernent justement le surendettement, essentiellement le surendettement des particuliers, et puis le deuxième thème concernant le logement, qui concerne et en tout cas intéresse tout un chacun. C'est un lien dans tous les cas, oui. Voilà, donc si vous voulez, mes activités, si je comprends bien, les activités dominantes que je pratique donc depuis maintenant 18 ans que je suis avocate au barreau de Paris, sont justement le droit à la consommation, qui permet de venir en aide à plusieurs justiciables qui sont en but avec des difficultés économiques. Dans ce droit de la consommation est intégré justement le surendettement des particuliers, qui figure justement, les articles les plus importants et les articles les plus intéressants sont dans le code de la consommation. La deuxième activité dominante que je pratique, c'est effectivement le droit immobilier. Et donc, dans le cadre de mon activité, j'en arrive à aider certaines personnes qui sont en but à des problèmes de loyer impayés, etc., des problèmes d'expulsion. La troisième activité dominante concerne le droit du travail, et donc voilà, et droit du travail et droit immobilier, donc ce que j'ai dit là tout à l'heure, et droit du travail. Troisième activité dominante que je pratique. Et je crois aussi que vous faites aussi du droit de la famille. Absolument. Absolument. Donc, effectivement, j'ai omis d'évoquer cette partie c'est une de mes spécialités dominantes également. Le droit de la famille, plus particulièrement les divorces, la liquidation des régimes matrimoniaux, les successions, voilà, tout ce qui concerne le droit de la famille, qui est aussi une de mes activités dominantes. D'accord. Donc, on voit que tout de même, vous vous êtes spécialisé dans le droit social au sens large du terme. Parfaitement, parfaitement. Ce sont des matières qui font appel à une certaine écoute de ma part, parce que on est en face de problèmes humains, aussi bien le droit de la famille quand on fait face à un divorce, par exemple, c'est un accident de la vie, divorce, que ce soit par ailleurs un licenciement aussi. Donc on est
métier-là, on a la personne directement en face, on doit l'écouter, on doit l'aider. Ce sont des personnes qui sont en détresse. Et c'est vrai que ce sont des matières, bon, c'est un petit peu un choix de ma part parce que j'ai été vers des matières que j'apprécie parce que justement elles font appel à une certaine écoute de l'autre, de l'être humain, une aide, une intervention à ce niveau-là. Voilà, vous vous sentez utile vraiment. Voilà, je me sens très utile. Alors bon, bien sûr, vous savez, en tant qu'avocat, l'avocat comporte plusieurs métiers différents. Donc, je n'ai pas été vers le droit des affaires qui, lui, bon, c'est une matière beaucoup plus facile et beaucoup plus, si je peux dire, porteuse. Moins impliquante peut-être moins émotionnellement. Impliquante, voilà, moins impliquante émotionnellement. Donc, bon, c'est un choix qui s'est imposé à moi parce que j'aime faire ça. Et je préfère travailler dans des matières que j'aime plutôt que dans des matières que j'aime moins. Voilà. Donc je signalerai aussi rapidement que vous êtes membre d'une association qui s'appelle Avocats Femmes et Violences. Tout à fait. Voilà, ça c'est en dehors de votre activité professionnelle. Qui est une association qui est dans le cadre du barreau de Paris. Et on fait des conférences régulièrement. On participe il y a des juges également qui viennent participer à ce type de débat, et ça concerne essentiellement les violences conjugales et quels sont les moyens les moyens légaux qui sont déployés pour justement venir en aide à ces personnes qui sont en but à ce genre de difficultés. Voilà, alors donc c'est bien de le signaler justement sur la télé sociale parce que c'est bon de savoir que de telles associations existent et qu'on peut y avoir recours si nécessaire. Alors donc ce qu'il y a de particulièrement intéressant, je dirais, dans votre parcours, c'est que vous avez commencé comme juriste et non pas comme avocate et que vous avez travaillé, je crois, pendant 8 années dans une société de crédit justement, de crédit à la consommation. Parfaitement. Et que finalement, vous vous retrouvez aujourd'hui de l'autre côté de la barrière en connaissant bien toutes les procédures ou les processus qui font qu'on peut se retrouver en situation de surendettement. Et vous avez cette particularité de connaître les deux côtés de la barrière, comme je le disais. Parfaitement, vous avez très bien compris mon parcours, qui est un parcours très atypique, puisque avec ma maîtrise de droit privé, il fallait que tout de suite je rentre dans une activité professionnelle parce que moi-même j'ai été en but à des difficultés. Personne n'est à l'abri. Voilà, personne n'est à l'abri. L'essentiel, c'est de pouvoir, comme on dit, rebondir, si vous permettez l'expression. Et donc, j'étais en plein divorce avec un petit bébé, je ne travaillais pas, donc il fallait tout entreprendre, il fallait travailler. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un poste dans un service contentieux dans un établissement financier. Et justement, j'ai eu affaire à ce problème de surendettement. J'ai eu des dossiers à traiter, le surendettement des particuliers. Et vous savez, le surendettement des particuliers, ça fait très longtemps qu'il existe et en tout cas que la loi a été créée pour venir en aide aux particuliers. C'est la fameuse loi Neyers qui a été élaborée, si je ne m'abuse, il y a au moins une vingtaine d'années, sous réserve. Donc, si vous voulez, j'ai eu une activité au sein de cet établissement financier où effectivement il fallait faire payer les personnes qui étaient surendettées, et donc il fallait mettre en place justement des moratoires, des plans d'échelonnement, de règlement des dettes. Et donc j'ai revenir en détail, voilà. Donc j'ai connu ça, si vous voulez, si je puis dire, de l'autre côté de la barrière, parce que j'étais en contact aussi avec des établissements financiers, des banques avec lesquelles que je contactais pour essayer d'arriver à un arrangement. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait ça pendant une 8aine d'années, et lorsque donc je suis arrivée avocate, que j'ai commencé à exercer en tant qu'avocate, j'ai pu traiter des dossiers, donc si vous voulez, de l'autre côté de la barre. C'est-à-dire j'avais même
même au départ des clients institutionnels qui étaient des banques, et donc je pouvais voir comment les dossiers étaient traités à ce niveau-là. Bon. Donc, nous sommes d'autant plus heureux de vous avoir avec nous, puisque maintenant, eh bien, je vais vous poser un certain nombre de questions sur ce que c'est exactement que le surendettement. Parce que, comme vous l'avez évoqué, le surendettement, c'est un dispositif légal, c'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir quelques dettes pour être considéré qu'on est dans le cadre d'un surendettement. Donc, je vais vous demander déjà une définition, si vous voulez, synthétique, mais dans quelles conditions quelqu'un peut se retrouver en situation de surendettement? Eh bien, c'est très simple. Quand on est confronté à un moment donné, on ne peut plus payer ce qu'il y a à régler, aussi bien ça peut être de simples factures, hein, même une facture, je dirais, électricité, de gaz, etc. Ça peut être un loyer. Et puis, c'est surtout, ce qui a vraiment contribué à mettre les personnes en état de surendettement, ce sont les crédits à la consommation. Et donc, moi personnellement, j'ai eu affaire à des dossiers, j'ai traité des dossiers où il y avait des personnes qui étaient surendettées, c'est-à-dire qu'il y avait au moins une vingtaine de crédits à la consommation. Et c'est pour ça que forcément, inévitablement, elles se retrouvent à un moment donné où elles ne peuvent plus régler les échéances de ces crédits, mais aussi elles ne peuvent plus payer ni leur loyer, ni les dépenses de la vie même courante. Parfois se nourrir. Voilà, de la vie courante, et oui. se nourrir. Et justement, un surendetté, c'est justement la définition, c'est ne plus pouvoir faire face à ces dépenses de la vie courante avec les ressources, c'est-à-dire on peut avoir un salaire qui est du reste un salaire très correct, et malgré ce salaire, à la fin du mois, on ne peut pas, on n'a plus de quoi vivre, et en tout cas, à un moment donné, on ne peut plus faire face ni aux dettes et ni aux dépenses de la vie courante. Donc voilà ce que c'est que la situation et la définition du surendetté. En fait, être surendetté, ça veut dire de dépenser beaucoup plus qu'on ne gagne, quels que soient nos revenus, et être amené à recevoir des huissiers. C'est vraiment arrivé à la toute dernière extrémité où vraiment il n'y a plus moyen de s'en sortir. Où tous les recours classiques, les emprunts aux personnes proches ou aux banques ne sont plus possibles. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez une idée des chiffres de personnes surendettées? Je crois qu'elles sont nombreuses et elles vont croissantes. Oui, elles vont croissantes. De toute façon, depuis que la loi a été créée, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, on a eu un nombre de dossiers, mais voilà, c'est de l'ordre du million à peu près de dossiers de surendettement. Je crois que sur les 5 dernières années, nous avons dépassé le million de dossiers traités. Tout à fait. Et là, il y a vraiment une sonnette d'alarme. Ça veut dire que la majorité des Français, en tout cas les Français moyens, sont surendettés, et donc c'est vraiment un phénomène alarmiste. Et à mon avis, il y a quelque chose à faire peut-être à la base. Peut-être qu'il faut un petit peu éduquer, entre guillemets, les personnes surendettées, surtout par rapport aux nombreux crédits auxquels ils ont recours, et qui sont des crédits à la consommation. Alors mon propos n'est pas de faire de procès à quiconque, mais c'est sûr que quand on arrive à une vingtaine de crédits à la consommation pour une même personne, là, il y a quelque chose à étudier à la base. Il y a un problème, un réel problème. Ah oui, c'est certain. Mais je pense que nous y viendrons au moment où nous parlerons des mesures préventive pour ceux qui ne seraient pas, Dieu merci, encore dans cette situation. Quoi faire pour éviter d'y venir? Mais maintenant, continuons sur la situation des personnes qui malheureusement sont déjà dans ce processus ou sur le point d'y rentrer, pour voir un peu comment est-ce que ça se passe de manière pratique. D'abord, on a parlé des dettes, mais effectivement, et des dettes au crédit, mais on peut avoir différents types de dettes qui sont considérées dans ces dossiers de surendettement.
Tout à fait. Donc, vous avez la partie la plus importante, ce sont les crédits à la consommation, bien sûr, mais comme je précisais tout à l'heure, vous pouvez arriver à ne plus payer vos loyers, ne plus payer vos factures d'électricité, de gaz, etc. Et donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez dans la situation de surendettement. Maintenant, les dettes qui sont exclues de ce surendettement, ce sont les dettes alimentaires, c'est-à-dire que, admettons, une personne, dans le cadre d'un divorce, est amenée à payer des pensions alimentaires pour des enfants mineurs, eh bien, ces dettes, elles sont exclues du plan de surendettement. Des dettes de caution, par exemple, si quelqu'un s'est porté caution pour une personne, ce type de dette est également exclu. Donc, vous avez quand même deux ou trois types de dettes qui sont exclues du plan de surendettement. Excusez-moi, je vous coupe la parole parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont exclues ? Ça veut dire qu'elles ne font pas partie du plan de surendettement. Parce que quand on va prendre un plan de surendettement, alors de façon pratique, qu'est-ce qui se passe? Une personne donc est surendettée, voilà, elle a autant de dettes. Oui. Ce qui est concrètement, pour que absolument que ceux qui nous écoutent sachent quelle démarche concrète il faut, on va y venir, bien sûr, il faut engager pour justement pallier à cette situation qui est impossible et qui est périlleuse pour la personne qui l'a subie, c'est justement d'entreprendre une démarche qui va lui permettre de saisir ce qu'on appelle une commission de la Banque de France. Alors, c'est très facile à saisir parce que sachez qu'il y a une Banque de France par département, dans toute la France entière. Donc vous pouvez aller vous renseigner auprès de la mairie du secteur dans lequel vous habitez. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec une assistante sociale qui, elle, vous lui exposez votre situation et elle va certainement vous renseigner, elle est à même de vous dire ce qu'il faut faire, d'aller saisir, parce que vous pouvez aller vous-même vous déplacer, aller retirer votre dossier auprès de la commission de la Banque de France, de remplir votre dossier et le déposer donc à cette commission de la Banque de France qui va examiner votre dossier. D'accord. Alors, juste pour reprendre, pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent bien, donc voilà, imaginons une personne qui se retrouve dans cette situation et qui ne sait pas quoi faire. Donc, elle a cette loi finalement autour du surendettement, elle est faite pour venir en aide à ces personnes. Hein. C'est pas quand on est en surendettement, on peut le vivre très mal, mais néanmoins, on peut aussi apprécier le fait qu'on a des recours. Et ces recours, notre idée aujourd'hui, c'est de donner les moyens d'y faire appel. Donc, vous disiez que quand on s'aperçoit que vraiment là, on n'a plus de recours, il reste ce dernier recours qui est la commission. Donc, imaginons quelqu'un qui ne sait plus à quel saint se vouer. Sa première démarche, ce serait d'aller voir la mairie et d'essayer de rencontrer une assistante sociale. D'accord. Qui, elle, va le guider, va lui donner les démarches à suivre, voilà. Et qui, de toute façon, passeront par le contact ou la saisine de la Banque de France. Absolument. Selon les régions. Voilà. Donc, cette Banque de France va examiner donc un dossier. Alors, comment on va constituer ce dossier ? Alors, ce dossier, de toute façon, c'est la Banque de France, la commission, qui va dire, enfin, quand vous retirez le dossier, dans le dossier, vous avez toutes les pièces à fournir. Alors, bien sûr qu'il faut fournir toutes ces conditions, c'est-à-dire ces conditions de ressources, plus toutes les charges auxquelles vous devez faire face. Okay ? Donc, vous fournissez tout cela. Les conditions, alors, le dossier va être examiné par cette commission. Elle a exactement 3 mois pour examiner votre dossier et pour dire, au bout des 3 mois, si votre dossier est recevable ou s'il n'est pas recevable. Alors, les conditions pour que votre dossier soit recevable, c'est que tout d'abord, le débiteur ou le demandeur doit être de bonne foi. Ça, c'est très, très important. Oui. Parce que certaines personnes organisent leur insolvabilité dans des cas notamment de pension alimentaire ou autre. Donc, à partir du moment où on a vérifié que le débiteur est de bonne foi, ça c'est la première condition,
La deuxième condition, le deuxième élément, c'est que le caractère de ces dettes, ça doit être des dettes de particuliers, c'est-à-dire que ça ne doit pas être des dettes professionnelles. Ce sont des dettes non professionnelles. Ça n'a rien à voir, c'est une personne physique, ce sont des ménages, un couple par exemple, ou des personnes physiques, mais en aucun cas ça ne peut être des sociétés. Voilà, Ça ne peut pas être ça peut pas être des personnes ma morales. société, par exemple, devrait non professionnelles. Et puis enfin, on établit, on étudie l'importance de l'état de surendettement. Parce que s'il ne s'agit que de quelques dettes auxquelles le débiteur va pouvoir faire face et va pouvoir s'en sortir, la commission va considérer que le dossier n'est pas recevable. Il faut que cet état de surendettement soit vraiment, l'état d'endettement soit très grave pour que la commission le prenne et que, donc, elle a 3 mois pour l'étudier et dire que, effectivement, ce dossier est recevable. Alors, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où le dossier est considéré comme recevable par la commission, les procédures, s'il y a des procédures d'exécution qui sont en cours, elles sont suspendues systématiquement. D'accord ? Parce que la commission va faire des courriers aux différents créanciers, elle va les prévenir de ce qu'il y a un examen, un dossier qui est soumis à la commission de surendettement, que ce dossier est recevable et que, donc, pour le moment, on suspend alors pendant un délai de 2 ans maximum. Hein. Je vous donne quand même le délai, ce qui permet une respiration, si je puis dire, pour le surendetté. Et donc, voilà, les procédures d'exécution sont suspendues. Les banques sont prévenues, hein, les créanciers sont prévenus, et c'est la loi. Hein, c'est une suspension qui s'impose légalement. Alors, pardon, je reprends. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, pendant 2 ans, on ne va pas payer nos dettes ou dans certains cas, on peut commencer à... Alors, tout dépend, parce qu'après, il y a une étude du dossier par la commission de surendettement. Il y a une évolution après. Ça ne veut pas dire que la commission, voilà, votre dossier est recevable, et puis elle va dire, on suspend les procédures d'expulsion et les procédures d'exécution pendant 2 ans, et point. Non. Bon, il y a quand même des on obligations. Donne à titre indicatif pendant 2 ans, mais bon, il va y avoir une évolution quand même du dossier. Hein, on va poursuivre la procédure, hein, bien sûr. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'en reviens à nos fameuses dettes exclues, dont je n'ai pas très bien compris la signification, c'est-à-dire que certaines de ces dettes ne vont pas être mesurées dans le dossier, c'est-à-dire ne vont pas venir renforcer notre accès. En tout cas, selon la loi, elles ne font pas partie du plan de surendettement, hein, que la commission établit. D'accord. Hein, donc, rappelez-moi, ce sont les cautions... Les dettes alimentaires et les cautions. Et les dettes alimentaires. Principalement, et puis, peut-être encore une troisième, mais sous réserve. Hein. C'est les 2 principales, en tout cas. D'accord, très bien. En continuant dans la démarche, je crois qu'à un moment donné, on passe devant le juge. Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, une fois qu'on a pris ce plan conventionnel de surendettement, ce sont des mesures qui sont recommandées donc par la banque et même, je dirais, qui sont imposées. Mais le créancier, aussi bien le créancier que le débiteur d'ailleurs, peut contester la décision aussi de la commission. Hein, de la Banque de France. Il peut contester et à ce moment-là, le juge du tribunal d'instance est saisi et le juge du tribunal d'instance va statuer par ordonnance. Parce que le juge procède également à la vérification, il regarde quelle est la réalité des dettes, quelle est la bonne foi du débiteur, parce qu'au départ, si vous voulez, la commission, elle procède à toute une série d'enquêtes, d'auditions, de convocations, etc. Mais après, il y a quand même le tribunal d'instance qui va intervenir, le juge est saisi et le juge valide donc cette décision de la commission de surendettement. Donc c'est quand même un processus assez lourd et long. C'est pas si long que ça, hein, parce qu'à partir du moment, ce qu'il faut retenir, si vous voulez, ce qui est important pour le surendetté, qui se trouve dans une très mauvaise situation, c'est qu'à partir du moment où il saisit la commission de surendettement, cette commission ne met que 3 mois, ce
qui est relativement court, pour décider de la recevabilité du dossier. Et à partir du moment où le dossier est recevable, ce qu'il faut retenir et ce qui est intéressant, c'est que les procédures d'exécution sont suspendues. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant et important et la pour le surendetté. Suit son cours, mais disons que la personne est protégée, voilà, et peut tout à retrouver un minimum de stabilité, de sérénité pour poursuivre la démarche. Voilà, très bien. fait. D'accord, parfait. Et donc, quels sont le type de mesures alors qu'on peut imposer à une personne qui est surendettée? Les mesures, essentiellement, c'est, si vous voulez, déjà un échelonnement des dettes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un montant important mensuel à régler pendant les mois, on essaye de les alléger, vous voyez. Alors, donc, d'ailleurs, on le dit dans la loi, c'est un allègement des dettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler aussi sur la durée. Si par exemple on a un crédit qui doit être réglé en 24 mois, la commission va dire le surendetté ne peut pas régler tel montant pendant 24 mois, on va prolonger, par exemple, on ajoute 1 an et on va alléger le montant de la dette mensuelle. On le prolonge dans le temps et on va l'alléger. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on diminue les taux d'intérêt. On impose, si vous voulez, le taux d'intérêt des crédits. On décide de les diminuer pour alléger justement cette dette. Et aussi, on commence d'abord, ce qui est très important, on commence par rembourser d'abord le capital. Parce que souvent, comme tout le monde sait, quand on a un crédit, on commence par régler les intérêts et après, au bout de je ne sais combien de temps, on commence à régler le capital. Eh bien, quand vous saisissez la commission de surendettement, elle va dire, voilà, d'abord, on va commencer par régler le capital, le taux d'intérêt, il va diminuer, et puis après, peut-être on peut même voir qu'on peut peut-être éventuellement qu'on va le supprimer. Donc, si vous voulez, ce sont quand même les mesures importantes qui sont édictées par la commission. Et le débiteur, on va essayer un petit peu de l'éduquer aussi. On va lui dire, il ne faut pas qu'il aggrave non plus son état d'endettement. On lui suggère, on lui impose même, voire lui imposer une réduction de ses dépenses, des dépenses utiles. Voilà. S'il a un patrimoine, on ne sait pas, si ce n'est pas sauf si c'est sa résidence principale, c'est difficile effectivement de vendre la résidence principale, mais on peut espérer, s'il n'est pas dans une situation totalement désespérée, qu'il a peut-être des biens, s'il peut les vendre de façon à remettre un peu d'argent dans le patrimoine et de façon à apurer les dettes. Donc on va l'accompagner en quelque sorte dans la rectification de sa situation. Il n'est pas laissé à lui-même. Absolument. Absolument. Voilà, ce n'est pas juste une affaire de délai, il y a un accompagnement. D'accord. Alors, excusez-moi, ce qui est juste important, parce que les délais sont importants aussi. Bien sûr. Alors, la durée de ce plan de redressement, ça peut durer 8 ans, ce qui est quand même énorme. Ce qui est pas mal, c'est qu'il permet aux surendettés vraiment d'avoir des mesures d'accompagnement et de mesures d'adaptation à sa situation pour justement apurer le passif et régler toutes ses dettes. Donc 8 ans, on permet vraiment aux surendettés de s'en sortir. Si la personne a des revenus, effectivement... Il faut que le surendetté soit sérieux. Le minimum, c'est qu'il soit sérieux et que si on lui propose un plan, que le plan est accepté par tous, qu'il s'y tienne surtout. C'est le conseil que j'aurais à donner à la personne qui se trouve dans ce genre de situation. Et je rebondis là, vous avez dit si effectivement le plan qui a été accepté par tous, parce que je crois, moi, par expérience, pour avoir connu quelqu'un qui était dans cette situation, que tous les créditeurs doivent donner leur accord à ce plan. Absolument, il faut que les créanciers donnent leur accord. Voilà. Alors, justement, et j'en viens donc au juge, au tribunal d'instance, si on n'a pas d'accord, à ce moment-là, on saisit le juge qui, lui,
va imposer les mesures et on est obligé de s'y... spécifique, je crois, il s'appelle le juge du surendettement. C'est un juge, c'est le tribunal d'instance du secteur dans lequel on habite. Vous saisissez le juge du tribunal d'instance et les juges des tribunaux d'instance sont à même de donner ce type de décision. Le juge de l'exécution ? Non, le juge de l'exécution, c'est autre chose. Attention, le juge de l'exécution, lui, d'ailleurs, il ne siège pas au tribunal d'instance, il se trouve au tribunal de grande instance. D'accord ? Ce qui est quand même une nuance. Et le juge de l'exécution, c'est encore autre chose. C'est une procédure classique, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, des mesures, des commandements de payer, ou même, je dirais, la pire des choses, et des situations où vous êtes menacé d'expulsion parce que vous avez des loyers impayés, on a engagé toute la procédure, qu'on est au bout de la procédure, que le débiteur n'a pas réagi à toutes les mesures précédentes et que bientôt il va être expulsé, à ce moment-là, on saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent pour obtenir des délais pour cette expulsion. Et on peut le saisir aussi dès le début quand on a un commandement de payer pour des loyers impayés. On peut saisir le juge de l'exécution qui, lui, va accorder des délais au débiteur pour qu'il puisse payer ses loyers. Donc c'est encore autre chose. Voilà. Et je dirais que le juge de l'exécution, c'est presque en quelque sorte en amont, c'est une autre compétence, alors que la commission de surendettement, c'est vraiment la situation désespérée d'un ensemble de crédits auxquels on ne peut plus faire face. On va essayer de rester sur vraiment des choses pratico-pratiques de la manière à ce que nos auditeurs et téléspectateurs puissent suivre tout le débat. Donc, on a vu maintenant qu'effectivement, il y a des solutions quand on a des revenus, qu'on continue de travailler et que petit à petit, on peut espérer effectivement, en apprenant en même temps, ça peut avoir cet effet-là aussi, le bénéfique, c'est d'apprendre à gérer un budget finalement, s'en sortir. Il y a des situations où des personnes n'ont pas de revenus parce qu'elles ont perdu leur emploi, parce que parfois c'est la spirale des difficultés qui font que... ce sont des cas, je crois, qu'on appelle désespérés. Alors, ce sont des cas vraiment désespérés parce que, bon, quand on a passé toutes les étapes et qu'on ne peut pas, malheureusement, arriver à établir, un plan de redressement, à ce moment-là, on arrive à la seconde étape et d'ailleurs, c'est assez récent sur le plan législatif. On a mis en place des dispositions. C'est ce qu'on appelle le rétablissement personnel du surendetté. Que veut dire le rétablissement personnel ? Ça veut dire que la personne, elle est dans un état d'endettement tel, voilà, c'est un endettement qui est trop important. La personne ne possède pas de patrimoine, elle n'a pas de biens qu'elle pourrait vendre de façon à pouvoir régler des dettes. Et donc, à ce moment-là, la commission, c'est toujours la commission de surendettement, qui va demander, enfin, c'est la commission, mais c'est le juge qui intervient, attention. Oui. La commission de surendettement, elle, intervient pour demander au juge, toujours du tribunal d'instance, de mettre en place ce qu'on appelle la procédure de rétablissement personnel. À savoir. Qui, parfois, ça peut être avec une liquidation judiciaire. Donc, les conditions, enfin, le rétablissement personnel, ça va, je vais vous dire rapidement et concrètement, cette procédure va aboutir soit à l'extinction du passif quand le surendetté peut avoir des biens qu'il peut vendre et régler les dettes, soit, alors à ce moment-là, extinction des dettes, carrément. Effacement des dettes. Effacement des dettes. Voilà. Enfin, voilà. Plus exactement. Je pense qu'il faut quand même alerter nos auditeurs sur le fait que c'est pas quelque chose qui se fait d'une manière systématiquement. Voilà. Il faut des conditions. Il faut des conditions. Il faut d'abord une situation irrémédiablement, c'est la loi, c'est le terme de la loi, irrémédiablement compromise du surendetté. Là encore, il faut la bonne foi du surendetté. Il faut vraiment une bonne foi. Donc voilà, il y a des conditions vraiment très strictes qui sont définies dans la loi. Il faut satisfaire à ces différents critères légaux pour que effectivement le juge en vienne à prononcer l'effacement de ces dettes. Donc on peut dire malgré tout que dans ces situations vraiment difficiles de vie,
il peut y avoir des solutions, qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider avant qu'il ne soit vraiment trop tard, de manière à ne pas à ce que ça ne pèse pas trop longuement sur notre et ne pas aggraver la situation. situation. Et ne pas aggraver et faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse voir la lumière au bout du tunnel pour repartir après sur une vie absolument normale, plus sereine en tout cas. Plus sereine et plus agréable. Plus optimiste. Voilà, exactement. Ce sont des sujets difficiles, mais on ne veut surtout pas... Enfin, notre but, c'est de montrer qu'il y a des solutions. Tout à fait, de venir en aide aux personnes qui sont face à ces situations un peu désespérées. Voilà. Alors, pour terminer sur le sujet, enfin, qui pourrait être évidemment débattu plus largement, mais le temps nous est compté, on va parler de prévention parce que, évidemment, l'idéal serait de ne jamais en arriver là. Bien sûr. Alors, avant de vous redonner la parole, je vais m'adresser à Fabrice qui nous montre quelque chose de fort intéressant et qui nous dise comment il a obtenu toutes ces jolies cartes qui sont devant lui, qu'il peut peut-être montrer à la caméra. Parce que, je ne sais pas, il y en a une trentaine. Est-ce que Fabrice, tu veux bien oui, c'est ça Isabelle. Voilà. Alors, avant de préparer l'émission, je me suis rendu dans divers magasins où c'est qu'on propose des cartes de fidélité et derrière ces cartes de fidélité vous avez des crédits revolving qui se cachent et plus souvent on reçoit de la publicité dans la boîte aux lettres où on nous dit carrément on a le droit à une réserve d'argent de 5 000 € qui va jusqu'à 25 000 €. Voilà, donc alors c'est simple comme tout. Le courrier qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, il y a un accord d'office, donc il y a un préaccord. On peut signer, on met notre signature, on joint un RIB, un chèque annulé, un justificatif de domicile et 3 semaines après, vous recevez la petite carte dans la boîte aux lettres. Et voilà, donc ces cartes, Fabrice, ça représente... Vous pouvez dépenser cumuler, 15 000 € 15 000 avec une € petite par carte. Voilà. Ça peut cumuler jusqu'à 25 000 €. Après, je me suis rendu dans un autre magasin où c'est qu'on vend des denrées, des électroménagers, un peu de tout, supermarché, voilà. Donc on va pas les montrer toutes. Voilà, on va pas tous les montrer. Voilà, il y en a une cinquantaine. Et puis dans une journée, j'ai pu en faire 25. Voilà, dans une journée, sans que personne ne demande jamais si tu avais déjà des crédits ou déjà... Non, c'est justement comment je pense que c'est en Belgique, ils ont créé un fichier pour éviter justement le surendettement. Mais en France, ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet, mais il n'y a toujours pas de réglementation à ce niveau. Non, ils ne contrôlent pas et il y a même dans des supermarchés ou des boutiques que j'ai été pour les cartes, voilà, la carte travaux, les choses comme ça. Ils ne nous demandent pas si vous avez déjà un crédit ou des choses comme ça. Ils te donnent le crédit directement. Et ils te donnent la carte sur place. Donc que tu peux dépenser tout de suite. Les tentations voilà. Et puis vous avez même des chéquiers à la réserve d'argent. Vous pouvez faire des chèques jusqu'à des sommes. Voilà. Donc là, je me suis endetté en un jour. Là, en 2 jours, quoi. Je me suis endetté de presque 100 000 €. Voilà, donc j'espère que tu ne les as pas dépensés. Non, je les ai tous coupés. Bon, voilà, donc le premier conseil à faire, le premier conseil, c'est que... Et puis alors, quand vous allez faire vos courses aussi dans le supermarché, il arrive qu'il y a des hôtesses, elles sont charmantes, elles vous accostent et puis elles vous disent, voilà, une petite carte de fidélité, ça vous donne des avantages, mais une fois que vous avez signé le papier... En tout petit, il y a marqué en bas, vous avez le droit à cette réserve d'argent de 15 000 à 25 000 €. D'accord. Et vous avez le droit de payer avec. Alors, pour avoir les crédits, c'est très facile ici en France. Voilà, je vous ai expliqué. Il suffit que vous soyez pas. On a compris. Il suffit que vous soyez pas interdit bancaire, FCCP, interdit de CCF, chéquier, ou interdit d'utilisation abusive de la carte bleue. Parce qu'il faut dire qu'à la Banque de France, il y a plusieurs fichiers. Voilà, merci beaucoup. Voilà.